Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Après avoir mené à la télévision une carrière à toute vapeur, vous publiez avec votre fils Julien un livre sur le monde de la voile. Les seules vagues que vous risquez d'affronter, ce sont des vagues d'applaudissements. Bonjour Gérard Rolls. Merci Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors on vous retrouve dans ces clés d'une vie avec ce livre que vous écrivez avec Julien, votre fils, les 100 histoires de légendes de la voile chez Grund. On va en parler tout à l'heure parce que on connaît votre passion du sport, mais la voile c'est quand même assez nouveau pour vous. Et on va revenir quand même sur votre parcours. C'est le principe des clés d'une vie, vous le savez, vous connaissez l'émission. Et j'en reviens à des dates précises. La première, c'est le 29 juin 72. C'est les débuts de votre carrière télé avec votre premier reportage qui est sur les rétroviseurs de voitures. Oui, c'est assez étonnant. On me l'a repassé récemment, ce reportage-là. Mon premier patron a été Philippe Gildas. Enfin, j'ai été embauché par Pierre Desgroupes, mais c'est Philippe Gildas, mon premier patron, qui m'a dit « Gérard, souviens-toi, essaie de t'en souvenir toute ta vie, raconte-moi une histoire. Un reportage, c'est une histoire. Tu t'appuies sur des faits, sur des informations, sur des chiffres, mais le reste, après, c'est à toi de l'inventer, de la façon de raconter. » Et je me suis dit, pour mon premier reportage, je vais essayer de faire ça comme un feuilleton que je voyais à la télévision, Patrick McGowan, le prisonnier, voilà, qui était dans sa voiture, qui regardait dans son rétroviseur parce que c'était le décret de l'époque. C'est quand même incroyable. C'était le décret obligeant d'avoir un rétroviseur extérieur les voitures. C'était pas obligatoire avant 1972. C'est fou. Ça, c'est assez incroyable. Oui, parce que vous dites ça à des jeunes aujourd'hui, ils disent, mais on pense que les rétroviseurs ont toujours existé à l'extérieur. Et les rétroviseurs, et à gauche et à droite, et maintenant en plus. Et mon fils Julien, d'ailleurs, avec qui j'ai écrit les bouquins, Julien, lui, quand il était au lycée, il avait commencé à imaginer des caméras sur les voitures, devant et derrière. Il a eu bien raison, parce que 10 ans après, il y a des caméras maintenant. Voilà. Et il se trouve qu'à l'époque, quand on parlait de rétroviseur, c'était le rétroviseur intérieur. Et comme c'était assez machiste à l'époque, les hommes disaient le rétroviseur sert uniquement aux femmes pour se maquiller. Pour se maquiller. Vous savez que c'est super important. Moi, je suis plus motard, je suis plus deux roues, vélo et moto que voiture. Et le rétroviseur extérieur, c'est quelque chose d'excessivement important parce que nous, on regarde sans arrêt dans ce rétroviseur extérieur pour voir les yeux du conducteur et de savoir si oui ou non il va changer de trajectoire. C'est très important pour la sécurité. Alors, ce qui est assez étonnant quand on voit vos reportages, Gérard Rolls, c'est que vos premiers sont toujours liés à l'automobile. Il y a l'équipe Matra chez Pompidou, je ne sais pas si vous en souvenez, oui. Et il y a la signalisation routière sonore qui est l'ancêtre du GPS que vous avez été le premier à raconter. Oui, c'est vrai. Je suis parti sur l'autoroute un matin avec une équipe de reportage et puis on a commencé à me raconter que bientôt on allait avoir des instruments de navigation à bord des voitures. Comme tout le monde, je dis non, c'est pas possible, pas maintenant, pas aussitôt. Ben si, c'est arrivé très vite. D'abord, les informations radio transmises sur les conditions de conduite, sur la radio d'abord, et puis ensuite sur les instruments de bord, avec de l'audio, du visuel, le GPS de l'époque. Oui, vraiment. Il s'appelait le GP à l'époque, sous le tableau de bord, et c'est le colonel Pluchart, qui était ingénieur au CNET, qui vous avait expliqué comment ça marchait. Oui, c'était bluffant déjà. Les premiers reportages, c'est étonnant. Et vous savez, Jacques, ce qui m'est arrivé aussi, c'est qu'en fait, pendant mes études, à la fois de l'école de journalisme, le fameux centre de formation des journalistes, mon CFJ de cœur, mon école, pendant cette école et pendant la faculté de droit, puisque j'ai fait droit en même temps à Assas et au Panthéon, j'avais pas de sous et il fallait que je gagne des sous pour payer mes études et pour payer l'essence de la mobilette. Et donc, j'étais vendeur au BHV. Ce qui fait qu'en l'espace d'une semaine, on m'a vu vendeur du BHV. Je vendais des disques à l'époque au BHV et le lendemain, enfin 8 jours après, j'étais à la télévision et je présentais mon premier reportage. Quand tu retournais au BHV pour saluer tout le monde, les gens m'ont dit mais c'est pas possible. Mais comment tu as fait? Voilà, vous avez fait et ça a été le point de départ d'autre chose. Et il y a un autre reportage aussi qui est en avance sur son temps. Vous avez fait, je crois, l'un des premiers reportages, Gérard Rolls, sur le tunnel sur la Manche avant que ce soit arrêté par les Anglais. En 75, les travaux de construction devaient débuter. Harold Wilson annonce qu'ils vont s'arrêter. Vous avez fait juste avant le reportage. J'ai fait avant le reportage, oui. Tout ça, oui. J'avoue que j'ai toujours bien aimé anticiper,
imaginer, créer dans un style de reportage. Par exemple, Yvette Horner ne m'en a jamais voulu par bonheur, mais un jour j'ai quand même dit à propos du Tour de France, bon, on va arrêter de mettre de l'accordéon et on va mettre ou la calasse, ou des airs d'opéra, ou du rock'n'roll. Parce que je trouvais que pendant 40 ans, 30 ans, 40 ans, on avait mis sans arrêt de l'accordéon sur les images du Tour de France. Moi, je disais non, soyons modernes, soyons modernes. Et Yvette, un jour, je l'ai croisée, je lui dis pardon, tu me l'en veux pas. Elle me dit mais non, j'ai eu mon heure de gloire, maintenant, vive la calasse. Voilà. Et puis elle avait eu son heure de gloire jusqu'à chez elle, puisque tout était en accordéon chez elle, les portes étaient en forme d'accordéon. Je sais pas si vous le saviez. Les bruits, le bruit de la porte, c'était de l'accordéon oui, aussi. La poignée était un accordéon. Ah oui, d'accord, non, je ne savais pas. Alors, il se trouve qu'il y a eu d'autres reportages, mais là, je pense que vous n'étiez pas sur place. Le brouillard à Tokyo, New York, ça, c'était du commentaire à l'époque. C'était du commentaire, fait en cabine à Paris. À la télévision, au début, d'abord, on porte des cafés, comme tout le monde. Quand on est stagiaire, j'ai porté des cafés à Léon Zitrone, en particulier, et à Robert Chapan. Après, on devient commentateur en cabine, on appelle ça en cabine, c'est-à-dire on est un peu comme dans un studio de radio, et on nous projette les images. Là, pendant 1 an et demi ou 2 ans, j'étais seulement en cabine, c'est-à-dire sans aller sur le terrain pour faire la négociation, pour parler de la négociation entre Le Ducto et Kissinger à propos de la guerre du Vietnam. Mais j'allais juste à Orly chercher Kissinger, on avait la conférence de presse et puis ensuite je rentrais et sur des images du Vietnam, moi je faisais les commentaires mais j'étais à Paris en cabine. Ouais. Le début à la télé, c'est ça. Et puis par bonheur après, je suis devenu grand reporter, alors là, c'était du terrain, oui. Voilà, mais il se trouve en plus que vous avez eu de la chance, parce que les premiers reportages du journal télévisé en 49, 50, les journalistes ne voyaient pas le reportage avant et commentaient en direct sans savoir ce qu'il y avait à l'image et racontaient souvent n'importe quoi. Et ça passait. Il y avait des gens très très forts pour ça, du style Claude Darget, par exemple, entre autres. Et puis moi, nous, au service des sports, on en avait un grand spécialiste aussi, qui était Daniel Cazal. Oui. Ça, pour imaginer un commentaire sans avoir vu les images avant, il était très fort, Daniel. Alors, votre premier reportage sportif, finalement, c'est à cette époque-là, c'est les championnats de natation aux USA. Oui. Vous en souvenez? Oui, bien sûr. C'est le premier. Bien sûr. Alors que vous avez failli ne jamais faire de sport, parce que vous avez été malade enfant, et les médecins ont dit, Gérard Rolls ne fera jamais de sport. Oui. Enfance plein d'amour mais sans argent à Belleville, dans le quartier le plus populaire de Paris à l'époque. Je suis blessé à la tête à l'âge de 9 ans. Je suis scalpé sur une balançoire au bois de Vincennes. Je perds tellement de sang et je perds mes forces que j'attrape la primo-infection, c'est-à-dire la tuberculose pour les enfants. Et puis à la fin de 2 ans de séjour au préventorium du Glandier en Corrèze, j'ai le médecin qui dit à mes parents devant moi, il dit « Ah bah oui, non, il a les poumons vraiment trop abîmés, il pourra jamais faire de sport. » J'ai entendu cette phrase-là. Il faut pas prononcer des choses comme ça devant moi. Quand on dit « jamais », moi je dis toujours. Quand on me dit « jamais », pour moi c'est un défi. Voilà. Ah oui, alors jamais tu feras le Mont Blanc. Ben oui, je l'ai fait 4 fois. Voilà. Jamais, on peut imaginer milliards de choses. Moi c'est un défi pour moi à chaque fois. Et là, le médecin, en fait, il m'a rendu service en disant ça à mes parents, parce que le sport a été l'un des moteurs de ma vie. Voilà. Et je crois que vos premières parties de football avec des copains, c'était avec des boules de papier. Oui, bien sûr. À l'école, j'étais champion du monde pour ça, pour fabriquer. C'est moi qui fabriquais le ballon. C'est-à-dire je prenais des boules de papier, plus ou moins énormes, des journaux ou bien le papier qui nous servait pour les devoirs. Plein de scotch autour, avec éventuellement un petit peu l'astuce aussi, c'était de mettre du tissu aussi à l'intérieur, du scotch pour en faire une vraie balle de football, et puis on jouait à la récréation, voilà, en ayant tracé le but sur les murs. Ouais. Et puis vous avez été aussi un des pionniers du skateboard à l'époque où il n'était pas à la mode. Exact. Ah oui, Jacques, bravo, vous avez fait une véritable enquête, c'est l'inspecteur P6. Oui, exact. Je sentais bien cette histoire de skateboard, l'arrivée en France, parce que c'est parti des États-Unis. En 1950 exactement. Voilà, avec un pionnier qui ensuite est arrivé en France, il y avait un importateur, et je le croise, et je me dis, ça il faut en parler, parce que ça va marcher, et ça a été un succès phénoménal. Oui, et ce sont les surfeurs qui ont commencé à importer en France les premiers skateboards, et
ça a été un immense succès. Exactement, parce que sport de rue, liberté, équilibre, déplacement, il y en a encore, j'en vois encore. Je vois des adultes encore, moi, aller au travail avec des skateboards dans la ville. Oui. Et puis, si vous faites aujourd'hui ce métier, Gérard Rolls, depuis tant d'années, c'est aussi grâce à quelqu'un dont vous allez reconnaître la voix. Il y a quand même encore quantité de gens qui ont des récepteurs radio non transitorisés, qui sont obligés de le brancher sur du courant. Et si on veut écouter en direct, Jacques Paoli. Demain matin, Jacques Paoli, qui a été un journaliste vedette de la radio. J'ai travaillé avec lui. C'est le seul journaliste que je connaisse qui faisait 1 heure de journal sans avoir une note devant lui. Oui, parce qu'il avait énormément travaillé avant. C'est la recette. Ah, pour moi, ça a été un modèle. Ça a été sans doute celui qui m'a tout avec Philippe Gildas. Ce sont les deux professionnels, les deux hommes qui m'ont fait tout déclencher. Jacques Paoli, pour moi, cette façon tellement humaine, simple, de décortiquer l'actualité. Il rendait l'actualité compréhensible pour tout le monde. Et ça, c'était extraordinaire. Avec une voix très chaude, très européen de l'époque, qui était la grande radio de l'époque. Aujourd'hui, c'est Sud Radio, Mathieu. Oui, mais Jacques Paoli a été pour moi vraiment un modèle et Ah oui, j'étais fan 100%. Voilà. Et il se trouve qu'il a tourné dans un film Peur sur la ville, son propre rôle, d'Henri Verneuil, oui. Et c'est un point commun avec lui, d'ailleurs, que vous avez autour du cinéma. Et on va l'évoquer à travers une autre date, le 3 décembre 1980. A tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Rolls. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gérard Rolls. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre que vous signez avec Julien, votre fils, une centaine d'histoires de légendes de la voile chez Grund. Mais on revient à votre parcours, on a parlé de vos débuts. Et il y a quand même une date importante, le 3 décembre 1980, sort un film qui va vous permettre de faire vos débuts de comédien. Non, je me présente, t'es Antoine Collard, le roi du polar. Tu crois que t'es beau, toi? Ah bah non, mais moi je suis dans la police, ça n'a rien à voir. Dis donc, tout le monde peut pas être ennemi public numéro 1, hein. Il faut Inspecteur une la gueule. bavure avec Coluche et Gérard Rolls. Vous êtes un présentateur de télévision. Tout petit rôle, parce qu'à l'époque... Et Claude Zidi et Richard Berry me prenaient pour le journaliste. Voilà, j'étais le prototype même du journaliste. Grand souvenir. Et ça m'a permis de croiser Coluche, Michel, alors, je garde plein de souvenirs de lui. D'abord la moto, bien sûr. On était pratiquants de moto ensemble. Et puis surtout, il y a une histoire de carnet. Je me balade tout le jour avec le carnet de Coluche. C'est-à-dire qu'un jour, je déjeune avec lui. On est du côté de l'Étoile. Et je le vois sortir pendant le déjeuner. On rigole, on parle de plein de choses différentes, y compris même de football, qu'il ne regardait pas, mais il m'avait donné quand même un énorme conseil. Il me dit, pourquoi vous ne faites pas comme au football américain, de tracer sur le terrain des lignes tous les 10 mètres? Comme ça, vous verriez vraiment très facilement s'il y a hors-jeu ou pas. Il ne regardait pas beaucoup, mais il était vraiment très pointu, il est très intelligent. Et maintenant, ça commence à venir, parce que sur le terrain, maintenant, la tonte du gazon... Il y a des lignes comme ça qui permettent. Mais surtout, pour revenir à cette histoire de carnet, il me dit, je viens d'entendre à la table à côté, les deux femmes là, il y en a une qui vient de dire une énorme bêtise, je vais m'en servir pour un sketch. Il me dit, mais tu devrais faire pareil, et toujours un carnet avec toi pour noter les phrases importantes, tes réflexions, tes idées, des blagues, des choses comme ça. Et depuis... j'ai mon carnet de Coluche dans mon sac. C'est vrai. Depuis. Et il a toujours fait ça. Et à la fin de sa vie, on a retrouvé le dernier carnet où il y avait les notes qu'il avait préparées pour le prochain spectacle. Il devait faire sa rentrée à Paris s'il n'avait pas disparu brutalement. C'est une très très bonne idée de faire ça, parce que tout passe très vite. Les définitions, les blagues. La toute dernière que j'ai notée hier, moi, c'est Winston Churchill qui dit il faut quand même reconnaître aux Français d'être les plus courageux du monde, parce que c'est eux quand même qui ont inventé la façon de manger les escargots. C'est quand même extraordinaire. Il avait beaucoup d'humour et il mangeait énormément, Winston Churchill. Un roast beef, c'était un roast beef entier pour lui au déjeuner. No sport, c'est ce qu'il disait. Exactement. Alors, vous avez en plus retrouvé Coluche dans 2 autres films. Il y a eu Le Maître d'école, je Bavure. crois, et l'inspecteur et Le Maître d'école aussi. Vous avez tourné. Et Le Maître d'école, bien sûr, oui. Et Banzai. Et Banzai. Et Banzai avec Valérie Mérès, et bien sûr. Et Coluche rêvait de faire du cinéma en plus. Alors, Coluche, il y a une histoire extraordinaire. C'est l'histoire de Pagnol et du casting pour passer le Daniel Auteuil. C'est Daniel Auteuil qui a joué le Manon des Sources, voilà, Jean de Florette. Voilà.
Coluche fait le casting et il se fait bouler au casting. Il n'est pas pris pour ce rôle-là. Lui qui était un extraordinaire comédien, il n'est pas seulement comique et pas seulement un gars avec un cœur d'or, mais c'était un grand comédien. Et il est refusé au casting. Ça encore, c'est une leçon. Je le répète à mes fils, moi, encore aujourd'hui. La vie, c'est fait sans arrêt, c'est comme en sport, d'échecs et de réussite. Et lorsqu'on est en face d'un échec, il faut tout de suite imaginer de rebondir. Ne pas se laisser détruire par un échec quand on est refusé à quelque chose, ou à un examen, à un entretien d'embauche, à un truc comme ça. Dans la vie, il faut se battre sans arrêt. Personne ne nous attend. Et là, Coluche, qui est renvoyé à ses études, il n'a pas le rôle du Gaulin, voilà, dans les Pagnols. C'est Daniel Auteuil qui l'a, et ensuite il va faire Ciao Pantin, qui va être immense. Voilà. Et il a eu des échecs précédents dans le film, et après Ciao Pantin, il avait signé 2 autres films avec Claude Berry, qui n'a malheureusement pas pu tourner. Alors, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a dit un jour à propos du cinéma, le cinéma, c'est 8 heures d'attente pour une minute de génie, c'est Claude Darget. Claude Darget qui a été un présentateur du 20h qui disait ce qu'il voulait quand il voulait. Oui, oui. Claude Darget, c'était là encore, c'était un modèle dans le sens d'improvisation et de travail en même temps, et surtout de bonhomie, de bonne humeur, de bienveillance. Ce sont des journalistes là qu'on vient de citer, entre Jacques Paoli, Gilles Das, même Étienne Moujotte. C'est des gens, c'est des professionnels qui aimaient les gens. Voilà, ils faisaient un métier, mais c'était plus par passion et c'était pour aller vers les autres. Claude Darget, c'était typique. Voilà. Il détestait Léon Zitrone. Il avait un chien qui s'appelait Larsouille et il avait dressé son chien. Et quand Zitrone apparaissait, il disait Larsouille fait Zitrone et le chien se couchait. Et Zitrone n'aimait pas vraiment ce genre de choses. Alors, le journal de 20h, en plus, vous l'avez présenté. Oui. Parce que là aussi, ça a été une autre expérience, Gérard Rolls. Voilà, j'ai fait un peu ce que fait Delahousse en ce moment, c'est-à-dire que pendant une saison et demie, je faisais à la fois 13h, 20h, 23h. C'est-à-dire qu'on faisait toutes les éditions du week-end, ce qui est une bonne formule parce qu'on suit comme ça les dossiers et on voit l'évolution de l'actualité. Les petites choses de l'époque, c'est que souvent j'étais en Bermuda parce que c'est ma façon de vivre. C'est-à-dire que j'avais un blazer en haut et un Bermuda en bas. Très souvent pieds nus aussi, ce qui a surpris pas mal de ministres qui venaient aussi pendant le 20h. Et puis souvent aussi, j'avais les cheveux longs à l'époque. J'avais pas la coiffure en brosse là du tennisman Pern Force. Et donc je faisais pas un catogan, mais je mettais mes cheveux bien derrière parce que ça agaçait un peu, en particulier Jean-Pierre Elkabbach, qui lui n'en avait pas beaucoup. Voilà. Alors, il se trouve aussi qu'il y avait un côté comédien dans ce journal de 20h que vous aviez. Et le théâtre, finalement, ça a été aussi une chose très importante pour vous. Et je crois que votre premier choc, c'était la Comédie Française quand vous étiez enfant, Gérard Rolls. Oui, une grande partie de ma vie, ce sont des coups de foudre. Ça a commencé déjà avec le métier de journaliste, en écoutant Jacques Paoli, Europe 1, je dis ça. Je vais devenir journaliste. Et le théâtre, ma passion pour le théâtre aujourd'hui, par bonheur, je joue. Je viens de jouer une pièce de Marivaux là qui s'appelle La Méprise, avec tous mes copains du Théâtre National de Nice. C'est un coup de foudre à la Comédie Française en 1964, en voyant Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Un de mes copains m'emmène, on est au 6e étage, c'est-à-dire au poulailler. Je vois ces comédiens, là, je vois Michel Duchossois, je vois Pralon, je vois Roussillon, tous les grands de l'époque de la Comédie Française. Je me dis, un jour, il faudra que je joue un grand texte, des grands textes comme ça, parce que c'est quand même extraordinaire de traduire comme ça la réalité, les rêves, le mélange entre un grand texte, jouer, s'amuser, faire plaisir au public. Et depuis, je suis fou de théâtre, j'y vais tout le temps, j'y vais toutes les semaines, et par bonheur, aujourd'hui, je jouais. Voilà. Et en plus, vous avez joué à la télévision grâce à Olivier Mine dans Un Feydeau. Alors ça a été la piqûre de rappel. Ça, c'est très clair. Parce qu'à l'époque, j'avais pas encore rejoué. J'ai joué un petit peu, puis je suis allé au cours Simon avant d'entamer mes études de droit. Et puis ensuite, on avait joué une première fois grâce à Patrice Laffont. On avait joué Le Visiteur de l'été pendant un festival d'été. Et puis tout ça, c'était un petit peu endormi. Et grâce à Olivier Mine, oui, qui nous fait jouer Le Fil à la patte, là, d'un seul coup, on répète avec Francis Perrin. Et là, c'est monté en disant, ça y est, ok, allez, maintenant je vais faire vraiment du théâtre. Et par bonheur, j'ai été engagé dans la troupe de Versailles avec Jean-Daniel Laval, que je salue,
qui m'a pris. Et en fait, je joue depuis maintenant pratiquement 17 ans des classiques, et à Versailles et à Nice. Versailles, où Francis Perrin, justement, a été directeur du Théâtre Montansier pendant des années. Voilà, et où il a grandi. Exactement. Jean-Daniel Laval, ensuite, lui a succédé. Et c'est lui qui m'a embauché dans la troupe. Et Molière, vraiment, vous avez presque vécu avec Molière, Gérard Rolls. Tellement je l'aime. Oui. Oui, je suis un inconditionnel de Molière. Ce serait vraiment bien. Il a écrit 34 pièces. Pour l'instant, j'ai dû en jouer, je sais pas, 5, 6, 7, 8 peut-être. Mais je rêve un jour, oui, de faire comme ça se passe à Londres, d'avoir un théâtre Molière. C'est-à-dire un théâtre dans lequel on jouerait du Molière à longueur de temps. Des enfants viendraient jouer. Des adultes non professionnels viendraient jouer aussi, et puis il y aurait le soir des professionnels qui joueraient sans arrêt du Molière. C'est un de mes rêves. Si jamais un jour j'ai un petit peu de sous, j'achèterais bien un théâtre quelque part pour faire comme la Shakespeare Company, et la Molière monter Company. Voilà la Molière Company, parce que c'est tellement un génie absolu pour avoir dépeint les mœurs, nos mœurs, qui sont tellement vraies encore aujourd'hui. Voilà. Et d'ailleurs, dans Le Mariage forcé, il y a une réplique qui est toujours d'actualité, c'est « Je veux imiter mon père et tous ceux de ma race qui n'ont jamais voulu se marier ». Oui. C'est une réplique qui est devenue culte, car il y a des phrases de Molière, on ne le sait pas, qui sont dans notre quotidien. Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne partent du cœur. Voilà. Et ben on va continuer à lâcher des mots qui partent du cœur avec une autre date, le 14 novembre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Rolls. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Gérard Holst. Nous parlerons tout à l'heure de cette centaine d'histoires de légendes de la voile chez Grund, un livre étonnant que vous signez avec Julien, votre fils. On en revient à votre carrière, 2 journalistes, 2 comédiens, et j'ai trouvé une date, le 14 novembre 2023, récente, à l'invitation du club AMP24. Vous avez évoqué au World Trade Center de Marseille les grands moments des Jeux Olympiques pendant 2 heures. Et ça a été un événement à Marseille. Oui, ça s'est particulièrement bien passé parce que j'ai eu un auditoire très 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 attentif. Je leur ai raconté l'histoire des Jeux Olympiques. Parce qu'on a un peu oublié qu'en fait les Jeux Olympiques ont duré 12 siècles. 776 avant Jésus-Christ jusqu'à 394 après Jésus-Christ. C'était incroyable. Les Grecs d'abord, récupérés par les Romains ensuite, et puis ensuite un peu dévoyés ces Jeux Olympiques. Donc moi j'ai commencé à raconter ça. Olympie, l'organisation de l'époque de ces Jeux Olympiques du passé, avec un village olympique, avec un village pour les athlètes, pour les juges, avec un stade, un vélodrome, bref, jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, Coubertin, qui fait des études de grec et de latin et qui dit « Oh là là, mais ça c'est une très très bonne idée, moi je vais relancer les Jeux Olympiques ». Alors malheureusement, il a copié les Jeux Olympiques du passé où il n'y avait pas de femmes. Oui. Extraordinairement macho, Coubertin, et puis ensuite extrême droite aussi, puisqu'il a quand même terminé sa vie en enregistrant un message à diffuser dans le stade de Berlin en 1936 pour remercier les nazis d'avoir organisé ça, et Hitler aussi, pour le remercier, lui a envoyé une petite somme d'argent. Oui. Bref, la fin de Coubertin, il vaut mieux l'oublier. Voilà. Souvenons-nous du génie qui a rénové les Jeux Olympiques. Et les femmes, je suis un peu renseigné, les premières femmes à avoir eu des médailles olympiques, il y a une tenniswoman britannique, Charlotte Cooper, qui a été la première médaille d'or de l'histoire olympique. Exact. Et puis, la réelle entrée des femmes aux Jeux, c'est en 1912 à Stockholm, après un vote du CIO un peu agité, où on a autorisé les femmes à participer à 2 épreuves de natation et de plongeon. Oui, et très 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 peu de concurrentes à l'époque. Tout a basculé vraiment en 1924 avec les Jeux de Paris il y a 100 ans. Et ensuite après avec 1928 et surtout 1932. Amsterdam et les Jeux de Los Angeles en 1932, oui. Je racontais tout ça, moi. Je racontais les Jeux... la flamme aussi, c'est pareil. L'histoire de la flamme olympique a été quand même... C'est parti sur un quiproquo. Coubertin envoie une lettre aux organisateurs d'Amsterdam en 1928 et il leur dit « Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de bien porter haut la flamme de l'olympisme rénové. » Et les organisateurs se disent « Mais de quoi il parle là ? On n'a pas de flamme, nous, c'est pas prévu ça, il n'y a pas une flamme olympique. » Alors il faut vite qu'on en allume une et qu'on trouve quelque chose. Donc ils ont créé une vasque et ils ont allumé une flamme. Et puis Goebbels est arrivé en 1936
Et ce sont les nazis, c'est Goebbels, qui a eu l'idée d'aller allumer la flamme à Olympie et ensuite de la ramener de relais en relais jusqu'au stade olympique de Berlin en 1936. On l'a pas trop dit là pendant nos Jeux de 2024 qui ont été une réussite exceptionnelle. Mais il faut s'en souvenir aussi, ça fait partie de l'histoire olympique. Oui, mais alors moi j'ai eu beaucoup de remarques sur les Jeux olympiques de 2024 avec un fait, vous n'avez pas porté la flamme olympique alors que vous la méritiez. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Ma philosophie à ce propos-là, parce que on me l'a proposé une fois ou deux, et en particulier dans les Alpes-Maritimes, avec Charles-Ange Génési, qui est le patron du département que j'adore, des Alpes-Maritimes. Et, on en a beaucoup parlé. Je lui ai dit, Charles-Ange, moi je préfère que ce soit des sportifs de tout niveau et de tous les âges qui portent cette flamme olympique. Je voyais bien des gamins de 8 ans porter la flamme avec un grand champion à côté, et ça c'eût été pour eux des souvenirs à marquer pour toute une vie. Le fait qu'il y ait des comédiens, des chanteurs, des gens comme ça, des politiques qui ont porté la flamme, bref, moi j'ai dit ok, laissons les sportifs, laissons la flamme aux sportifs. Alors, il se trouve aussi que parmi vos réussites, il y a un slogan qui existait avant-guerre dans une chanson, Vive le sport, que vous avez repris et qui est devenu un spectacle. Bon, Vive le sport, les Guignols l'ont immortalisé, c'est clair, grâce à vous, avec vous, ce qui vous a fait rire d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et puis, Vive le sport et ses succès, c'est aussi un seul en scène que vous avez monté voici 2 ans. Oui. Ça m'a permis de jouer à Avignon grâce à Jean-Claude Houdinière de Théâtre Actuel, mon producteur, qui m'a permis de jouer à Avignon pendant 25 jours de suite, ce qui est quand même un truc très nouveau et très particulier. Jouer tous les jours, c'est une vraie performance, un petit peu comme un match de tennis ou un match de football. Et moi, je m'étais pas rendu compte qu'en fait, Avignon, il y a le public, bien sûr, de ceux qui aiment le théâtre et qui viennent, et puis il y a surtout tous les professionnels. Et j'ai eu beaucoup de professionnels qui sont venus, et j'ai eu 56 engagements dans les 2 années qui ont suivi. Ça m'a permis de tourner en France ce spectacle-là, où je racontais des histoires de sport les plus insolites possibles, du style, par exemple, Fio Maraviglia, que vous connaissez. Oui, la chanson. Voilà, chantée par Nicoletta, traduite en France par Boris Bergman. Ça a été un petit garçon dans les favelas, etc. Or, c'est pas du tout ça. Fio Maraviglia, c'est l'histoire d'un but de football marqué par le joueur qui s'appelle Fio et qui est merveilleux, Maraviglia. Quand on l'a traduit et ça a été un succès monstrueux, cette chanson. Et en fait, c'était l'histoire d'un but de football. Donc, je faisais écouter les paroles, je les traduisais au fur et à mesure, et c'était extraordinaire. C'est Jorge Ben, qui est le Michel Fugain brésilien, qui a écrit ça, parce qu'il a été subjugué par ce but marqué à la 73e minute d'un match au le fameux stade Maracanã. Il s'est dit, mais jamais j'ai vu un but comme ça, mais c'est pas possible, mais il nous faut un but comme ça tous les week-ends. En avant, vas-y, Fio Maraviglia. Fio Maraviglia, mon pays, c'est le soleil. Et vous avez atteint votre but d'ailleurs, puisque ce spectacle a marché. Mais là, c'est là où on se rend compte que le journaliste a des réflexes de base qu'il transforme en écrivain pour faire du théâtre. Car là aussi, il a fallu réunir une grosse documentation, Gérard Rolf. C'est du travail de recherche d'histoire. Moi, je reviens toujours à cette première phrase que je citais tout à l'heure de Philippe Gildas. Raconte-moi une histoire. Moi, j'aime bien les « Il était une fois ». Lorsque j'ai participé au Tour de France, commenter, faire les reportages, etc., j'étais avec Jean-Paul Olivier. Et Jean-Paul, pour moi, c'est Polo la science. C'est moi qui lui ai donné ce joli surnom de Polo la science. Lui, c'est l'encyclopédie. C'est-à-dire qu'il adore les histoires, mais surtout, il aime les chiffres, il aime les dates, il se souvient des étapes. Moi, ce dont je me souviens le mieux, ce sont les histoires. Et partant des livres que j'écris avec mon fils, donc là, on en est à notre 10e livre chez Grunt, je picore à gauche et à droite les histoires pour les mettre en scène sur un plateau de théâtre et en faisant vivre les personnages. Par exemple, j'explique comment Mimoun et pourquoi Mimoun a gagné le marathon de Melbourne en 1956. Il me l'a dit grâce au mouchoir qu'il avait sur la tête et que sa femme lui avait donné. C'est ce que je racontais dans un des livres et sur scène, je le joue. C'est-à-dire que je raconte avec le petit accent d'Alain Mimoun, il me dit « Gérard, j'ai gagné parce que j'ai mis le mouchoir de Germaine sur ma tête. » Voilà. Avec un point commun de toutes vos histoires, c'est la joie. Parce que vous êtes un journaliste qui raconte avec joie les choses. Oui,
suite à mes pépins de santé du début, le scalp à 9 ans et puis ensuite la tuberculose et le fait d'avoir vécu à Belleville, moi je me dis, à chaque fois que je peux croquer la vie, je vais la croquer, et à chaque fois que je peux partager. Et donc, j'ai vécu un privilège extraordinaire d'être reporter, journaliste à la télévision, de côtoyer Michael Jordan, Björn Borg, Prost, Zidane, Mbappé aujourd'hui, Antoine Dupont, tous ces gens que j'ai croisés et avec qui j'ai vécu des grands moments. Donc, ma joie à moi, c'est de partager et d'aller vivre quelque chose et d'en parler aux autres, de faire vivre ça aux autres. Voilà. Et vous l'avez vécu et fait vivre, notamment grâce à une émission qui est culte. Stade 2 que vous avez présenté à partir de 1985, en succédant, je crois, à Robert Chapat. Oui. Ça a été une aventure, ça aussi. J'ai eu cette chance, et vous avez bien raison d'employer ce mot. Je n'ai pas remplacé Robert, je lui ai succédé. J'ai succédé à mon maître, qui était un maître pour tous, parce que Robert était à la fois la gentillesse, le professionnalisme, il savait bien animer les choses, il savait protéger aussi ses journalistes, il savait nous mettre bien en confiance, avec beaucoup d'humour, énormément d'humour, Robert. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, oui, en 1985, de commencer à présenter cette émission culte. Ça fait partie des grands trucs de ma vie. Il y a eu le 20h, j'ai eu la Légion d'honneur et le mérite. Donc j'ai 2 petits trucs sur ma veste. Et puis il y a eu Stade 2. Encore aujourd'hui, à Nice, quand je me balade, soit à pied, soit à bicyclette, je reçois de la part de gens qui me croisent des clins d'œil, des sourires et des gens qui me disent merci. Grâce à Stade 2, on a vécu des grands moments ensemble. Voilà. Et Robert Chapat, on a toujours dit qu'il était coureur cycliste avant de présenter Stade 2 et d'être journaliste, mais on oublie qu'à d'abord il a commencé par le football. Il était avec Louis Capu, qui a ensuite été champion cycliste, et c'est l'entraîneur de football qui a dit vous devriez tous les deux aller vers le vélo. Ça, je savais pas. Voilà. Et Capu est devenu entraîneur de directeur sportif de Poulidor et Zoetemelk. Oui, mais après, oui, ça a été un grand directeur sportif. Et je ne savais pas. C'est lui qui avait aiguillé Chapat vers le vélo. Vers le vélo. On l'appelait Bébert la valise, Robert Chapat. Parce qu'il reporter tout le temps, les courses avant. Il a fait le Tour de France. Très spécialiste, grand spécialiste des 6 jours sur piste. Et puis ensuite, après, grand reporter, donc c'était les valises tout le temps. Voilà. Et puis vous avez été aussi un pionnier, Gérard Rolls, dans le domaine de l'interview à la fin d'une compétition. Vous arrivez à vous glisser pour être le premier à interviewer. Aujourd'hui, beaucoup de gens le font. Avant, personne ne le faisait. Ouais, là vous touchez vraiment une de mes fiertés. Parce que c'est vrai que je me suis toujours dit, OK, tu ne peux pas échouer. C'est pas possible d'échouer pour avoir une interview. Et donc, on me jette, je reviens. On me jette par la porte, je vais revenir par la fenêtre. Je la veux, l'interview. Alors, souvent, c'est par la débrouille, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis un petit renard. Je me débrouille d'être là au moment où le champion qui refuse éventuellement une interview me va se retourner. Et là, j'ai mon micro qui est là, et puis je pose la question. Après, il faut poser la bonne question qui va le faire bien réagir. Et j'étais pas, moi, systématiquement, comme je l'entends beaucoup aujourd'hui, dans la polémique ou dans la question fermée, où le journaliste a envie qu'on parle de lui et d'essayer de trouver la question. Un peu comme vos questions, Jacques, qui nous permettent de nous exprimer, et ce qui est une question ouverte, en disant oui ou non, est-ce que vous avez réussi, pas réussi, etc. Et là, ça permettait d'avoir des vraies conversations, oui. Et c'est vrai qu'en plus, on vous faisait confiance, parce que c'était vous. Alors, il y a une époque où je parlais suédois. Ça m'a permis d'être proche de Björn Borg, en particulier. Et pour un des derniers matchs de Borg à Monte-Carlo, pour le grand tournoi de Monte-Carlo sur terre battue, Björn me dit, tu veux une interview? Je dis, évidemment. Donc, on fait une interview. Puis là, j'ai mon confrère de la BBC qui me tape sur l'épaule et me dit « Combien vous avez payé ?» J'ai dit « Quoi ?» Je n'ai rien payé, c'est Björn, maintenant c'est devenu mon ami, et c'est gratuit. Il me fait « Quoi, c'est gratuit alors que nous on paye ?» disait-il. Parce que c'est vrai qu'il y a une tradition Amérique, BBC, où beaucoup d'interviews sont payées. On paye le joueur pour qu'il réponde.
Et j'ai dit à Björn, le BBC, tu veux bien? Et il m'a dit oui. Et depuis, le gars de la BBC que j'ai recroisé me dit, mais ce cadeau, mais tu m'as fait un cadeau, Gérard, extraordinaire, parce que Björn, ce jour-là, a répondu, voilà. qui est un garçon absolument charmant. Un cadeau à ne pas manquer, c'est ce livre qu'on va évoquer à travers la date du 17 octobre 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Rolls. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gérard Rolls. On a parlé de votre parcours à la télévision, avec tout ce que vous avez fait. Et là, il y avait effectivement votre 10e livre avec Julien, votre fils, les 100 histoires de la légende de la voile chez Grund. C'est un domaine dans lequel vous ne vous attendez pas, parce que le foot, la voiture, le vélo, il n'y a pas de problème. La voile, c'est nouveau. C'est un vrai coup de cœur que j'ai eu depuis très longtemps. Quand j'étais gamin, alors 13, 14 gamins, bon, adolescence on va dire, j'ai eu la chance d'aller en Bretagne où j'ai été initié à la voile sur des petits bateaux, ce qu'on appelle des dériveurs, 4,70, 5,5, un petit catamaran. Et puis après, surtout, j'ai fait beaucoup de planches à voile. Et j'ai toujours eu vraiment une passion pour ce domaine-là de la voile, parce que c'est quand même l'une des dernières grandes aventures modernes. Évidemment, il y a la montagne, et puis il y a le mariage. Bon, mais qui est une autre aventure. Mais la voile, ce que vont faire là, à partir du dimanche 10 novembre, les marins du Vendée Globe Challenge, c'est quand même un truc extraordinaire. De se lancer seul sur les grands océans, sans assistance, avec des bateaux qui maintenant approchent les 40 nœuds, c'est-à-dire près de temps en temps presque de 80 km/h. Le record, c'est plus de 100 km/h. 121, je crois. Exactement, bravo Jacques. Avec une voile simplement, en utilisant le vent. Donc ce qu'ils font, moi, ça me bluffe complètement. Et donc, en parlant avec mon fils Julien, avec qui on a écrit donc 10 livres déjà dans cette collection-là, les 100 aventures chez Grunt, qu'on peut retrouver encore, puisque les 100 aventures du Tour de France, les 100 histoires du Tour de France, se vendent encore. On a fait le rugby, on a fait les Jeux Olympiques. Là, on a fait la voile, en particulier pour le Vendée Globe. On cherche à gauche et à droite les histoires. On écrit chacun 50 histoires, on compare, et puis on découvre et on partage. Voilà. Et vous dites dans ce livre, Gérard Rolls, que la voile, c'est la dernière grande aventure moderne. Oui, c'est ça. S'élancer comme vont le faire des femmes et des hommes, là, des marins, qui la plupart du temps ont quand même beaucoup d'expérience. Avant, ils ont fait ou la Route du Rhum, ou ils ont fait la Solitaire du Figaro, les choses comme ça. Ils sont quand même là sur des engins qui sont pratiquement des Formule 1, carbone, des voiles absolument incroyables. Et surtout, le grand truc, c'est ça, c'est seul, autour du monde, sans escale et sans assistance. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit, même comme avant, d'avoir ce qu'on appelle un routeur météo, comme Baudin. Vous savez, Baudin qui fait la météo sur TF1, oui. Il a été le routeur, par exemple, lui, de Florence Artaud. Oui. Bon, ils n'ont plus le droit d'avoir ça. C'est-à-dire quelqu'un qui, par radio, lui dit « Attention, tu vas vers une tempête. Là, dans 2 jours, tu as une tempête. » Maintenant, ils n'ont plus le droit, il faut qu'ils se débrouillent tout seuls. Et ça, on l'explique dans le bouquin, comme on explique, par exemple, ce phénomène nouveau des foils. Cette invention extraordinaire. Vous savez, c'est de chaque côté du bateau maintenant, de la coque, on a un peu comme les moustaches de Salvador Dali. Oui. Derrière 2 foils, 2 morceaux de mât qui vont traîner dans l'eau et qui vont porter le bateau. La coque du bateau se soulève aujourd'hui complètement avec un minimum de vent. Et le premier qui a senti que c'était une grande invention, c'est Tabarly. Tabarly, il a essayé et il est monté, lui, à 15 nœuds avec un bateau où il y avait pour la première fois des foils. Et aujourd'hui, maintenant, ils en ont presque tous. Tabarly qu'on prenait pour quelqu'un de très sérieux, alors que dans la vie, au quotidien, il était très drôle et racontait beaucoup d'histoires drôles avec ses copains. Oui, je l'ai croisé. Mais alors, je l'ai croisé bizarrement à la montagne. Moi, je l'ai croisé à Chamonix. On a eu des soirées, oui, où il était capable de se lâcher complètement, c'est vrai. Et puis lui, alors, on parlait de Molière tout à l'heure. C'est incroyable ce qui est arrivé à Alain Tabarly. Eric. Non, parce que je pensais à Alain Collat. À Eric Tabarly, oui, c'est-à-dire d'avoir gagné les plus grandes courses du monde, d'avoir été l'un des plus grands marins de l'histoire, sans doute, et de mourir en mer. C'est-à-dire de mourir en Irlande, de tomber du bateau, comme Molière qui est mort pratiquement en jouant le malade imaginaire. Et justement, vous parliez d'Alain Collat, et Alain Collat, bien sûr, est lié à une chanson.
chanson d'Alain Chamfort. Je ne sais pas si vous savez l'histoire. Je crois que... Allez-y. Oui, on la raconte dans le livre, à la page 107, exactement. C'est une histoire assez incroyable. Alain Chamfort est aux États-Unis et il écrit une chanson qui s'appelle « Oh Californien, Californien, Californien ». Et puis ça sonne pas bien. Il croise et il parle à Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg dîne avec un navigateur qui lui raconte l'histoire d'Alain Colas, c'est-à-dire du Manureva d'Alain Colas, où partant sur la route du Rhum, j'avais eu la chance de naviguer moi avec Alain Colas après sa blessure. Il s'était fait prendre le pied, Alain Colas quand même, dans une chaîne pour enrouler son ancre. Il s'était fait déchiqueter le pied gauche. C'était terrible. Donc il boitait, il souffrait terrible, il était sous morphine tout le temps. Et ensuite, sur son Manureva, donc il s'est embarqué dans la route du Rhum. Et puis il a disparu en mer. On n'a jamais retrouvé ni Alain, ni le bateau. On n'a jamais su ce qui s'est passé. Jamais su. C'est extraordinaire. Ouais. D'un seul coup, plus de son, plus d'image, plus rien. Et Gainsbourg, on lui raconte l'histoire. Il a Chamfort au téléphone. Il lui dit, écoute, moi je t'écris parce que ça sonne. Plutôt que de mettre California, ça va sonner Manu Manureva. Et les paroles sont extraordinaires. Manu Manureva, où es-tu Manureva? Bateau fantôme, toi qui rêvas des îles et qui jamais n'arriva là-bas, là-bas, là-bas. Qui a été un énorme succès d'Alain Chamfort. Mais il écrivait de façon incroyable, Gainsbourg. Un jour, il arrive pour écrire son album sur la Marseillaise. Il n'a rien écrit. Il met 12 feuilles de papier dans sa chambre, sur son lit, avec 12 titres. Le lendemain matin, à 8 h, les 12 chansons étaient écrites. Les 12 chansons? Oui. En une nuit. Alors, il se trouve aussi que dans ce livre, il y a le présent, mais il y a aussi le passé. Et on apprend plein de choses, notamment, moi, j'ai découvert dans ce livre, Gérard Rolls, qu'il y a des expéditions qui ont commencé en 600 avant Jésus-Christ, bien avant Christophe Colomb. Oui, avec des galères. C'est-à-dire que là, il y avait tout petit peu de voile, mais il y avait beaucoup de rameurs. Les grands premiers, il y a Aton. Ils ont des noms absolument incroyables. Et ils sont remontés. Un est remonté du côté de l'Europe. Oui. Donc il y a Anon, pardon. C'est Anon. 6 siècles avant Jésus-Christ. Il part avec 60 navires, vous imaginez, et des rameurs. Il y a 50 rameurs chaque navire. Et alors, lui, il va en Méditerranée pour essayer de sortir de la Méditerranée. Et puis ensuite, il y en a un autre, lui, c'est Pythéas, qui lui, en revanche, est remonté vers l'Europe. Et on dit qu'il aurait découvert l'Islande. Il a appelé ça Thulé. Il y a d'ailleurs des bandes dessinées qui portent ce nom-là. Moi, il y a un truc qui m'a bluffé quand on a cherché avec mon fils Julien dans ces 100 histoires de légendes de la voile, là. C'est l'histoire du traité. Est-ce que vous savez, par exemple, Jacques, pourquoi on parle portugais au Brésil et pourquoi on parle espagnol au Chili? Vous le racontez dans le livre. Mais ça, c'est incroyable. Il y a eu un traité avec un pape, le pape Alexandre VII, qui dit à un moment, arrêtez cette course dans tous les sens. Je prends une map monde, je trace un trait au milieu de l'Atlantique, et tout ce qui est donc à droite de ce trait, c'est pour le Portugal, et à gauche de ce trait, c'est pour l'Espagne. Et le trait passe sur le Brésil, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Brésil parle portugais. C'est extraordinaire. Alors, il y a des grands noms, bien sûr, dans ce livre que tout le monde connaît, mais on apprend aussi plein de choses sur des inconnus. Par exemple, le premier marin à accomplir un tour du monde en solitaire, il s'appelait Joshua Slocum, et il a mis 3 ans, 2 mois et 4 jours à faire le tour du monde. C'est une des plus belles histoires de la voile, ça, Slocum. D'ailleurs, après Moitessier, il a appelé son bateau de la même façon. Il a eu que des malheurs au début de sa vie. Il a un coup de foudre pour le métier de marin. Il va être dans la marine marchande, et puis il va faire un naufrage. Et puis ensuite, il va devenir veuf, il va perdre sa femme. Et donc, il se retrouve en Amérique du Sud, sans bateau, avec une espèce d'épave sur lequel il va travailler pendant des années et des années pour la remettre à flot. Et il se dit, bon, j'ai plus rien à perdre aujourd'hui, je vais vraiment tenter de faire le tour du monde. Et il démarre le tour du monde avec $1,08 dans la poche. Il a même plus d'argent. Et il part, et il s'en va, et ça va durer 3 ans. Alors lui, avec escale, bien sûr, puisqu'il s'arrête, il travaille un peu dans les ports,
dans un bar. Il travaille pour travailler sur d'autres bateaux, pour réparer d'autres bateaux. Et il va mettre 3 ans, et c'est le premier, en fait, qui va faire un tour du monde complet. Il faut s'en souvenir parce que c'est un type formidable. Joshua Slocum. Oui, et vous racontez dans ce livre aussi, et ça pourrait être une scène dans un prochain Pirates des Caraïbes, comment il a échappé aux pirates. Ah oui, c'est extraordinaire. Oui. Les pirates l'attaquent dans une passe. Et il est avec son bateau, et là il va mettre des clous de charpentier sur le pont du navire partout pour pas que les gars puissent monter sur le pont. C'est extraordinaire, rien qu'avec des clous. C'est extraordinaire. Alors, il y a aussi les femmes, bien sûr, qui sont présentes. Bon, Florence Artaud, on connaît. Isabelle Autissier, on connaît. Mais moi, j'ai découvert une certaine Virginie Herriot, Madame de la Mer, qui a été une championne au milieu des hommes à l'époque où les femmes ne naviguaient pas en théorie. Exactement. Elle était capitaine de son bateau. C'est l'une des grandes passions de sa vie. Et surtout, elle a été championne olympique à Amsterdam. Ça, c'est extraordinaire parce qu'il y en a très, très peu. Suzanne Lenglen, bien sûr, mais à l'époque, il y avait très, très peu en particulier de Français. Et elle, grand marin, c'est ce qu'on disait aussi de Florence Artaud. On disait de Florence belle et rebelle, et tout le monde disait d'elle, c'est un grand marin. Donc c'était dans un monde qui est encore, il faut l'avouer, un peu macho aujourd'hui, c'était la récompense suprême de dire ça. Mais c'est vrai que Virginie Herriot, c'est l'une des plus grandes navigatrices capable de non seulement de bien piloter le bateau, mais en plus de commander, c'est-à-dire d'avoir des hommes d'équipage. Et dans ce livre, donc, les 100 histoires de la légende de la voile, il y a aussi, vous évoquez l'évolution de la technologie qui est très importante. Par exemple, pilote automatique, aujourd'hui, je me souviens, Antoine, il a son premier pilote automatique, il l'a appelé Giscard, parce que c'était en 74, et il y avait Giscard à la barre. et là, vous évoquez... Ah, c'est une révolution. Hein. Oui, ça a été une révolution, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Oui, et ça a permis aux Anglais en particulier qui l'ont appliqué pratiquement parmi les premiers de battre une flotte allemande. Le pilote automatique, ça permet, pour ceux qui ne savent pas, de lâcher la barre qui se régule avec le vent, le safran derrière, et on lui donne un cap, et ensuite le pilote automatique tout seul va le tenir. Alors, au début, c'était absolument rudimentaire, c'était juste des bouts, on va pas dire des cordes parce qu'on le dit jamais, mais des bouts qui tenaient une partie de la voile, une partie de la baume centrale et le safran. Et aujourd'hui, maintenant, c'est ultra automatique, très hyper sophistiqué. Ça permet de dormir, alors, une vingtaine de minutes, parce que c'est ça un des problèmes énormes de ces extraterrestres, on va dire, ces marins qui se lancent dans ces courses transatlantiques, c'est de rester insubmersible, c'est-à-dire de dormir par toute petite séquence et de quand même arriver à aller à bon port et de piloter le bateau sans échouer. Et puis, vous évoquez aussi la télévision dans ce livre, Gérard Rolls, à travers un canular dont PPDA a été victime sur TF1, et ça, c'est une chose que personne ne connaît. Oui, alors, il n'est pas trop responsable, c'est une partie de son équipe qui disait, ça y est, on vient d'avoir Alain Gauthier qui va gagner la grande course dans quelques heures, et il a accepté de nous répondre, c'est assez extraordinaire, on va l'avoir en direct tout à l'heure, prépare-toi. Donc Patrick prépare ses fiches, et d'un seul coup, ça part, et il commence à bien répondre. On est en 1993, c'est l'arrivée du Vendée Globe Challenge déjà, hein, donc ce fameux course là qui part des Sables-d'Olonne dimanche 10 novembre. Il commence à donner 2 ou 3 détails sur sa navigation, et puis d'un seul coup il dit mais non, mais toi d'abord, qui te paye toi, tes doudounes et tout, et d'un seul coup Patrick devient blême. Parce que en fait, c'est un énorme canular. C'était pas du tout Alain Gauthier. C'est quelqu'un qui s'était il avait réussi à prendre la radio, le message. La radio et la régie de TF1 pour le journal de 20h. Il y a beaucoup d'autres histoires dans ce livre, les 100 histoires de légende de la voile, par Julien et Gérard Rolls. Gérard, vous n'êtes pas prêt de lâcher la barre, j'ai l'impression. Ah, c'est joli. Non, on est déjà en discussion pour le prochain livre, toujours dans la même collection, 100 histoires de légende. Ce sera sans doute la Formule 1 pour l'année prochaine. Parce
que là, après ce qui s'est passé le week-end dernier, en plus avec les deux Alpines, deuxième et troisième du Grand Prix du Brésil, on est en plein dedans avec des pilotes français qui réussissent. Moi, j'ai eu l'occasion là très récemment de rencontrer et de courir d'ailleurs avec en karting avec Charles Leclerc, le pilote monégasque qui est charmant comme tout. Enfin bref, je pense que la Formule 1 est en pleine réussite. Et puis sans doute encore aussi du Tour de France parce que c'est la grande fête nationale et que ça fonctionne. Et voilà, et vous reviendrez en parler dans les clés d'une vie. Pour l'instant, c'est les 100 histoires de légende de la voile chez Grund, un cadeau de Noël idéal. Merci Gérard Rolls, et continuez comme ça. Merci Jacques, vive le sport et vive Sud Radio avec Jacques Pessis. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.